Mes parents me faisaient payer la moitié du prêt hypothécaire, des charges et des courses, puis ils ont donné ma chambre à la famille de ma sœur, et m'ont dit de dormir sur le canapé. Quand j'ai refusé, maman m'a traité d'égoïste et de dramatique. J'ai discrètement signé un bail ailleurs, annulé tous les prélèvements automatiques à mon nom, et laissé la maison découvrir ce que l'égoïsme fait vraiment ressentir. J'étais en train de plier du linge au milieu de ce qui était autrefois ma chambre, quand ma mère est apparue sur le pas de la porte avec cette expression particulière. J'avais appris à la redouter. Ce regard qui signifiait qu'une décision avait déjà été prise, et que mon opinion ne faisait pas partie de l'équation. « Il faut qu'on parle de la situation de ta sœur », a-t-elle dit, les bras croisés. Emma et Marcus ont besoin d'une vraie chambre pour eux et les garçons. Ils ne peuvent pas continuer à s'entasser tous dans le bureau. Tu comprends, n'est-ce pas? Je me suis arrêté en plein pliage, une chemise encore entre les mains. D'accord, ai-je dit prudemment. Est-ce qu'ils cherchent des endroits dans les environs? L'expression de ma mère s'est crispée. Eh bien, c'est ce dont nous voulions discuter. Il est plus logique que tu prennes le canapé pour le moment, juste le temps qu'il se remette sur pied. Tu es célibataire. Tu n'as pas besoin de tout cet espace pour une seule personne. La chemise est retombée dans le panier. Cette conversation a eu lieu il y a 3 ans, mais elle résonne dans ma tête avec une clarté parfaite, chaque fois que je passe devant le bâtiment qui me semblait autrefois être ma maison. Ce que mes parents appelaient un « arrangement temporaire » et « la famille qui s'entraide » portait un nom beaucoup plus simple. Quand on regardait les relevés bancaires et les factures, c'était de l'exploitation financière, déguisée en culpabilité et en obligation. Et il m'a fallu perdre une chambre, pour enfin voir toute la situation assez clairement, et m'en aller. Laissez-moi revenir en arrière, et vous expliquer exactement comment j'ai fini par payer la moitié d'un prêt hypothécaire, pour avoir le privilège de m'entendre dire que j'avais de la chance de dormir sur un meuble. Je m'appelle Jordan, et quand cette histoire commence, j'avais 28 ans et je travaillais comme analyste de données, pour une entreprise de logistique de taille moyenne. Un bon travail, un revenu stable, le genre de situation qui aurait dû signifier l'indépendance, et mon propre appartement. Au lieu de cela, je vivais dans la maison de mon enfance, partageant l'espace avec des parents qui avaient passé la majeure partie d'une décennie, à traiter mon salaire comme une ressource familiale qu'ils avaient le droit de gérer. L'arrangement a commencé quand j'avais 21 ans, tout juste sorti de l'université avec mon premier vrai salaire, et un montant de prêts étudiants qui rendait la location impossible. Mes parents venaient d'acheter la maison, un joli 3 pièces dans un quartier calme, et ils l'ont présenté comme une victoire pour tout le monde. « Reste avec nous », avait dit mon père. « Économise de l'argent. Rembourse ses prêts. Nous garderons ton ancienne chambre exactement comme elle était. Aide-nous juste un peu avec les dépenses, jusqu'à ce que tu sois prêt à déménager. » Aider un peu, s'est transformé en quelque chose de très différent au cours des 6 premiers mois. Ça a commencé avec les charges. « Pourrais-tu couvrir l'électricité ce mois-ci » a demandé maman. Les heures supplémentaires de ton père ont été réduites, et nous sommes un peu à court. Puis les courses. Puisque tu vas au magasin de toute façon, pourrais-tu prendre tout ce qu'il y a sur cette liste? Nous réglerons ça plus tard. Le « plus tard » n'est jamais venu. À la 2e année, je n'aidais pas, un peu. Je couvrais la moitié du paiement hypothécaire chaque mois, la moitié des charges sans faute, et environ 70% des courses de la maison, car mes parents avaient découvert que « tu manges plus parce que tu es plus jeune et que ton métabolisme est plus rapide » était un argument que je ne pouvais pas facilement réfuter. Je tondais la pelouse tous les week-ends. Je déblayais la neige en hiver. J'allais chercher ma petite sœur au lycée, et plus tard à son travail à temps partiel, quand mes parents ne se sentaient pas d'attaque pour conduire. J'assemblais des meubles, réparais des robinets qui fuyaient, et résolvais tous les problèmes techniques qui surgissaient, dans une maison où personne d'autre ne voulait lire un mode d'emploi. Sur le papier, j'étais un enfant adulte vivant à la maison. En réalité, j'étais un gestionnaire immobilier non rémunéré, qui, par hasard, finançait également la moitié des coûts de fonctionnement. Le schéma était si progressif que je ne l'ai pas remarqué devenir permanent. Une demande par-ci, une urgence par-là, toujours présentée comme temporaire, toujours accompagnée d'une variante de « nous te rembourserons » ou « juste cette fois » ou « la famille prend soin des siens ». Je me souviens d'un incident particulier au cours de la 3e année. Ma voiture avait besoin de pneus neufs, un véritable problème de sécurité qui ne pouvait pas attendre. J'avais économisé pour ça, l'argent était de côté sur mon compte. Puis le camion de mon père est tombé en panne.
Une grosse réparation de plus de 2000 €. Et leur compte d'épargne était vide, suite à des vacances qu'ils avaient prises le mois précédent. On ne te le demanderait pas si ce n'était pas grave, avait dit maman. On ne peut pas aller travailler sans le camion. Tu comprends. J'ai compris. Je comprenais toujours. J'ai payé la réparation du camion. J'ai conduit avec des pneus lisses pendant encore 5 mois, jusqu'à ce que je puisse à nouveau économiser. Quand je l'ai enfin mentionné, papa a semblé sincèrement confus. Pourquoi n'as-tu rien dit? Nous t'aurions aidé. Mais ils n'ont jamais aidé. Ils ne m'ont jamais remboursé. La réparation du camion a rejoint la longue liste des contributions temporaires, qui sont devenues des dons permanents au fonds familial. Mais je me disais que c'était temporaire. Je me disais que j'étais intelligent, que je me constituais une épargne, que je restais proche de ma famille. Je me disais que la raison pour laquelle je ne semblais jamais beaucoup économiser, malgré le fait que je n'avais pas de loyer à payer, était simplement parce que je ne gérais pas assez bien mon budget. La vérité était plus simple, et plus laide. Chaque fois que je commençais à me constituer un matelas de sécurité, une urgence familiale apparaissait. Une réparation de voiture que mes parents ne pouvaient pas tout à fait couvrir. Une facture de dentiste que l'assurance ne prenait pas en charge. Un prêt à ma sœur pour des manuels scolaires, qui n'a jamais été abordé comme quelque chose que je récupérerais. Je payais parce que c'est ce que fait la famille. Je payais parce que dire non, signifiait être égoïste. Je payais parce que mes parents m'avaient élevé dans l'idée que l'indépendance était quelque chose que l'on gagnait, en prouvant que l'on savait d'abord se sacrifier. À la 5e année, j'avais même cessé de comptabiliser ce qu'on me devait. Le calcul mental était trop déprimant. Quelque part au-dessus de 40 000 €, sans exagérer, quand on additionnait les contributions au prêt hypothécaire, les charges, les courses, les réparations, les prêts, et toutes les petites urgences qui n'avaient, d'une manière ou d'une autre, qu'une seule solution, mon portefeuille. Ce que je ne savais pas, et ce qui est devenu d'une importance capitale par la suite, c'est exactement le nom de qui figurait sur les documents de l'hypothèque, et pourquoi cela importait plus que quiconque ne le réalisait. Lorsque mes parents ont essayé d'acheter la maison pour la première fois, leur crédit n'était pas assez bon. Mon père avait un historique de retard de paiement, dû à une période difficile des années auparavant, et ma mère avait des recouvrements médicaux, datant d'avant qu'il n'ait une bonne assurance. La banque a examiné leur demande, et a dit non. C'est alors qu'ils sont venus me voir avec un dossier rempli de papiers, et une explication qui semblait si raisonnable à l'époque. On a juste besoin que tu co-signes, avait dit mon père. Ton crédit est propre. Tu as un revenu stable. Ce n'est que de la paperasse. C'est nous qui prenons les vraies décisions. Tu nous aides juste à obtenir l'approbation. J'avais 21 ans. Je leur faisais confiance. Je voulais aider. J'ai signé. Mon nom a été ajouté à l'hypothèque, à côté des leurs. Mon nom a été ajouté à la police d'assurance habitation, en tant que propriétaire occupant. Mon crédit a assumé le risque d'un prêt, que l'on m'assurait que je n'aurais jamais vraiment à gérer. Les conditions du prêt étaient meilleures grâce à moi. Le taux d'intérêt a baissé, parce que la banque a vu un emprunteur plus jeune, avec un bon crédit et un emploi stable, vivant dans la propriété en tant que résident principal. Les primes d'assurance étaient plus basses, parce que j'étais répertorié comme quelqu'un qui occupait et entretenait la maison. J'étais l'échafaudage financier qui rendait leur maison abordable, et je ne m'en rendais même pas compte. Pendant 7 ans, cette configuration a joué en leur faveur. Je payais la moitié de l'hypothèque, je gardais la maison présentable, et je ne posais jamais de questions dérangeantes sur les raisons pour lesquelles mon aide s'était calcifiée en une obligation financière permanente. Mes parents ont eu une maison pour laquelle ils n'auraient pas pu obtenir de prêt. Et moi, j'ai eu le réconfort de croire que je faisais la chose responsable et mature, en restant et en contribuant. Puis ma sœur a décidé qu'elle avait elle aussi besoin d'économiser de l'argent. Emma avait 31 ans, était mariée à Marcus depuis 6 ans, et était mère de 2 garçons âgés de 5 et 3 ans. Elle vivait dans une location de l'autre côté de la ville et, au dire de tous, s'en sortait bien. Pas riche, mais stable. Marcus travaillait dans la vente. Emma faisait un travail administratif à temps partiel. Et ils avaient le genre de vie qui semblait gérable de l'extérieur. Mais ils voulaient acheter une maison, une vraie, plus grande que leur location actuelle, dans un meilleur district scolaire. Ils voulaient économiser pour un acompte. Et apparemment, la meilleure façon de le faire, était d'arrêter de payer leur propre loyer, et de retourner vivre chez nos parents.
Maman et papa ont accepté immédiatement. Aucune discussion avec moi, aucun avertissement, juste un coup de fil un soir où maman a dit « La famille de ta sœur vient s'installer pour un petit moment. » N'est-ce pas agréable? Ce sera bien d'avoir les garçons plus souvent à la maison. J'ai posé la question évidente. Où vont-ils dormir? Dans le bureau. Le bureau était techniquement une chambre, mais il était petit, et servait surtout de rangement et de bureau à domicile pour papa. Y entasser 2 adultes et 2 jeunes enfants ressemblait à un cauchemar. Maman a hésité. Eh bien, nous avons pensé que tu pourrais déménager sur le canapé juste pour un petit moment. Emma et Marcus ont besoin d'une vraie chambre et les garçons ne peuvent pas dormir dans le bureau à long terme. Tu es flexible. Tu peux t'arranger. J'ai regardé fixement mon téléphone. Je paie la moitié de l'hypothèque, ai-je dit lentement. Pourquoi serais-je celui qui perd sa chambre? Tu es dramatique, a dit maman, la voix tendue. C'est temporaire. La famille est de la famille. Toi, plus que quiconque, devrais comprendre ça. Je voulais discuter. Je voulais expliquer que le « temporaire » et « la famille est de la famille » m'avait déjà coûté 7 ans et des dizaines de milliers d'euros. Je voulais dire que, peut-être, Emma et Marcus devraient continuer à payer leur propre loyer, s'ils voulaient leur propre chambre, mais je ne l'ai pas fait. J'ai dit que j'allais y réfléchir et j'ai raccroché. 2 semaines plus tard, la famille d'Emma a emménagé. Le bureau a été transformé en chambre de garçon, avec des lits superposés et des bacs à jouets. Emma et Marcus ont pris ma chambre, mon lit, mon bureau, mon placard. Tout a été vidé et réaffecté, comme si j'avais été un invité dont le séjour était simplement arrivé à son terme. Mes affaires ont été fourrées dans des sacs poubelles, et empilées dans le garage. Mes vêtements vivaient dans une valise à côté du canapé. Mon intimité est devenue un souvenir. La première nuit sur ce canapé, je suis resté éveillé jusqu'après minuit. Les coussins étaient bosselés, conçus pour s'asseoir, pas pour dormir. Le salon n'était jamais complètement sombre à cause du lampadaire à l'extérieur. Je pouvais tout entendre, mon neveu tousser dans le bureau, les pas de mon beau-frère dans mon ancienne chambre, la chasse d'eau des toilettes, le ronronnement du réfrigérateur. La nuit, je m'allongeais sur un canapé dans un salon, où la télé était allumée jusqu'à 23 heures, parce que Marcus aimait regarder le sport tard. Je me réveillais à 6 heures quand les dessins animés de mon neveu commençaient à hurler. Je n'avais ni porte, ni mur, ni espace à moi. Chaque matin commençait de la même façon. Je me réveillais au son de la cafetière, ou de mes neveux qui couraient dans le salon. Je pliais ma couverture, poussais ma valise contre le mur, et essayais de faire semblant d'avoir un endroit pour me préparer, qui n'était pas une salle de bain partagée avec une file d'attente à l'extérieur. S'habiller signifiait soit se réveiller avant tout le monde, soit attendre que la maison se vide. Prendre une douche nécessitait de négocier avec Emma, l'heure à laquelle les garçons avaient besoin de la salle de bain. Passer un appel téléphonique pour le travail signifiait sortir dans ma voiture, et m'asseoir dans l'allée. Et je continuais de payer la moitié de l'hypothèque, de couvrir la moitié des charges, qui avaient considérablement augmenté avec 4 personnes de plus dans la maison. Je continuais d'acheter la plupart des courses parce que, maintenant, il y avait 2 adultes et 2 enfants de plus, qui mangeaient dans le même frigo que je finançais. La situation des courses est devenue particulièrement absurde. J'achetais de la nourriture pour moi, je mettais une étiquette dessus, et je la mettais à un endroit précis. En 2 jours, elle avait disparu. Marcus mangeait mes restes. Les garçons fouillaient dans mes encas. Emma utilisait mes ingrédients pour les dîners de famille. Je n'étais pas invité à planifier. Quand je l'ai mentionné, maman a haussé les épaules. Ce n'est que de la nourriture. Ne sois pas mesquin. C'est la famille. Mesquin? C'était le mot auquel j'avais droit, quand je m'opposais au fait de financer et de nourrir des personnes qui avaient pris ma chambre. Quand j'ai essayé d'en parler au dîner un soir, papa m'a coupé la parole. Tu as de la chance qu'on te laisse rester ici aussi longtemps qu'on l'a fait, a-t-il dit. La plupart des gens de ton âge paient un loyer quelque part. Tu as eu la vie facile. Quelques mois sur le canapé ne te tueront pas, facile. 7 ans à financer leur hypothèque. 7 ans à entretenir le jardin, à aller chercher les enfants à l'école et à assurer une assistance technique tard le soir. 7 ans à voir mes économies s'évaporer dans des urgences familiales et des prêts temporaires. Et j'avais eu la vie, facile. Emma est intervenue, la voix prudente mais pointue. Nous faisons tous des sacrifices, Jordan.
Marcus et moi avons renoncé à notre indépendance pour revenir vivre ici. Les garçons ont dû quitter leurs amis. Tu n'es pas le seul à devoir t'adapter. Je l'ai regardé, cette sœur qui avait volontairement emménagé dans une maison que je payais, pris ma chambre, et qui me faisait maintenant la leçon sur le sacrifice. Je n'ai rien dit. J'ai juste fini de manger et je suis retourné sur le canapé. Ce soir-là, je suis resté assis dans le noir à écouter mon beau-frère ronfler à travers le mur de ce qui était mon ancienne chambre. Et j'ai senti quelque chose en moi devenir très immobile et très froid. J'ai arrêté d'essayer d'expliquer. J'ai arrêté d'essayer de les faire entendre raison. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des appartements. Le point de rupture n'a pas été bruyant. Ce n'était pas une dispute hurlante ou une porte qui claque. C'était juste un moment calme et privé où j'ai enfin cessé de croire que rester et souffrir était la même chose qu'être une bonne personne. J'avais passé des années à penser que partir ferait de moi un égoïste, que déménager signifierait que je ne me souciais pas de ma famille, que protéger mon propre argent, mon espace et ma tranquillité faisaient de moi, d'une manière ou d'une autre, le méchant dans une histoire où j'étais censé être reconnaissant d'avoir l'occasion de me sacrifier. Mais assis sur ce canapé dans une maison que j'avais payée mais qui ne m'appartenait pas, dans une famille qui me considérait comme une ressource plutôt que comme une personne, j'ai réalisé quelque chose de beaucoup plus simple. Il n'allait jamais arrêter de prendre, tant que je continuerais à donner. Et j'avais fini de donner. Le lendemain matin, j'ai commencé à planifier mon départ, comme s'il s'agissait d'un projet de travail. Méthodique, discret et avec un objectif final très clair. Sortir, couper tous les liens financiers, et laisser cette maison apprendre ce qu'on ressent quand la personne qu'il qualifiait d'égoïste arrête enfin de payer. J'ai commencé pendant mes pauses déjeuner au travail, à chercher des annonces de location sur mon téléphone dans ma voiture, là où personne ne pouvait voir mon écran. J'ai fait une feuille de calcul des appartements potentiels, comparé les prix, calculé ce que je pouvais réellement me permettre, quand je ne subventionnais pas 5 autres personnes. Le calcul m'a ouvert les yeux. Ma moitié du prêt hypothécaire, 1 200 € par mois. Ma part des charges, des courses et des faux frais, 6 cents à 800 € supplémentaires. Contribution mensuelle totale au foyer de mes parents, environ 2000 €. Je pouvais louer un appartement d'une chambre pour 1 300 € et être toujours gagnant. J'ai trouvé un appartement en 3 jours. Petit, une chambre, à 20 minutes de mon bureau. Le propriétaire était professionnel, indifférent à ma situation familiale, et ne se souciait que du fait que mon crédit soit bon, et que mon emploi soit stable. Les deux l'étaient. J'ai signé un bail. Date d'emménagement, 3 semaines. Ensuite, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une institution complètement différente, une avec laquelle mes parents n'avaient aucun lien et sur laquelle ils n'avaient aucune visibilité. Mon salaire a commencé à y être versé, au lieu du compte que mes parents avaient toujours pu voir. Chaque prélèvement automatique, chaque facture, chaque abonnement lié à mon nom et à ma carte, ont été discrètement transférés ou annulés. J'ai fait une liste, prélèvement automatique du prêt hypothécaire depuis mon compte. Facture d'électricité à mon nom. Facture de gaz partagée avec ma carte enregistrée. Facture d'eau dont j'avais fini, je ne sais comment, par être le titulaire principal. Service internet à mon nom. Abonnement de streaming que tout le monde dans la maison utilisait. Police d'assurance habitation où j'étais répertorié comme copropriétaire et occupant. Forfait de téléphone portable qui couvrait les téléphones de mes parents ainsi que le mien. Service de livraison de courses. Un par un, j'ai commencé à couper les liens. J'ai changé mon dépôt direct. J'ai transféré de l'argent de l'ancien compte vers le nouveau, par petits transferts qui ne déclencheraient pas d'alerte. J'ai défini des rappels sur mon calendrier pour savoir quand chaque paiement automatique serait effectué, et je les ai annulés méthodiquement, un par jour, pour que rien ne paraisse soudain. Je n'ai rien annoncé. Je n'ai pas envoyé de manifeste dans la discussion de groupe de la famille. J'ai juste parcouru la liste avec la même concentration que celle que j'utilisais pour l'analyse de données dans mon travail. Et j'ai attendu le jour du déménagement. J'ai acheté des meubles lentement, soigneusement. Un cadre de lit dans un magasin discount. Un petit canapé à un collègue qui s'en achetait un neuf. Des ustensiles de cuisine dans des friperies. Rien de luxueux, rien de cher, juste les bases dont j'aurais besoin, pour construire une vie qui ne nécessitait ni permission ni excuse. La nuit avant mon départ, j'ai emballé tout ce qui était vraiment à moi. Vêtements, appareils électroniques, documents, quelques livres.
J'ai laissé les meubles que mes parents avaient achetés des années auparavant. J'ai laissé les ustensiles de cuisine dont on m'avait dit qu'ils étaient pour la maison. J'ai pris ce qui m'appartenait, et rien d'autre. J'ai déménagé un samedi matin pendant que tout le monde était au match de football de mon neveu. Je m'étais porté volontaire pour rester et rattraper mon retard de travail, ce que personne n'a remis en question, car j'étais la personne de confiance depuis si longtemps, que ma présence était devenue invisible. Pas d'adieu dramatique, pas de dispute finale, juste des cartons, une petite camionnette de location, et la satisfaction tranquille de savoir que je n'aurais plus jamais à demander la permission de fermer la porte d'une chambre. Quand ils sont rentrés à la maison, j'étais dans mon nouvel appartement, assis par terre avec un plat à emporter, entouré de cartons non déballés et du meilleur silence que j'ai entendu depuis des années. Puis j'ai passé les appels qui allaient tout changer. D'abord, j'ai appelé le prêteur hypothécaire. Bonjour, j'appelle au sujet du prêt pour la propriété à adresse. Je suis répertorié comme co-emprunteur et copropriétaire. Je dois vous informer que je ne réside plus dans cette propriété. J'ai déménagé définitivement. Les occupants actuels sont mes parents. Et la famille de 4 personnes de ma sœur. Je veux que le dossier soit mis à jour pour refléter que je n'y vis plus. Il y a eu une pause. Vous étiez répertorié comme propriétaire occupant sur ce prêt, a dit prudemment la représentante. Cela signifie que les conditions du prêt étaient basées sur le fait que vous y viviez en tant que résidence principale. Je comprends, ai-je dit. J'y ai vécu. Je n'y vis plus. J'appelle pour m'assurer que le dossier est exact. Nous devrons réévaluer le prêt, en fonction de la mise à jour du statut d'occupation, a-t-elle dit. Cela peut affecter votre taux d'intérêt, les exigences de dépôt fiduciaire et le montant du paiement mensuel. Les prêts occupés par le propriétaire ont des conditions différentes des propriétés non occupées par le propriétaire ou des immeubles de placement. Je comprends, ai-je répété. Veuillez mettre à jour vos dossiers en conséquence. Elle m'a posé quelques autres questions de vérification. J'ai répondu à chacune d'elles calmement, en m'en tenant aux faits. Quand elle a demandé si les autres emprunteurs étaient au courant du changement, j'ai simplement dit, je les ai informés que j'avais déménagé. Toute question concernant la propriété devrait leur être adressée. Ensuite, j'ai appelé la compagnie d'assurance habitation. Même scénario, même explication calme et factuelle, même résultat. Si vous n'occupez plus la propriété, et qu'il y a maintenant des résidents supplémentaires qui ne figurent pas sur la police d'origine, nous devrons réémettre ceux-ci sous un type de couverture différent. Les primes seront plus élevées, pour une situation multifamiliale ou quasi-locative. C'est logique, ai-je dit. Veuillez procéder aux mises à jour nécessaires. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon propre lit, dans ma propre chambre, derrière une porte que je pouvais fermer à clé, dans un appartement où personne ne me dirait jamais que j'avais de la chance d'avoir un endroit où dormir. Le désastre financier s'est produit plus vite que je ne l'avais prévu. Le premier signe est apparu 4 jours plus tard. Un texto de ma mère. Ton paiement de l'hypothèque a-t-il été refusé? La banque dit qu'il manque de l'argent. J'ai répondu simplement. J'ai déménagé. Je ne paie pas pour une maison dans laquelle je ne vis plus. Tu m'as dit que j'avais de la chance de dormir sur le canapé. J'ai trouvé mieux. Mon téléphone a explosé. Appels, SMS, messages vocaux. Mon père, ma mère, même Emma, y allant de leurs messages sur la famille, la responsabilité, et comment j'abandonnais tout le monde. J'ai ignoré la majeure partie. La deuxième vague a frappé une semaine plus tard, à l'échéance des factures de services publics. La compagnie d'électricité a envoyé un avis indiquant que le paiement automatique avait échoué. La compagnie de gaz a fait de même. Le service Internet a été complètement coupé, parce que j'avais annulé le compte et l'avais transféré à ma nouvelle adresse. Papa a laissé un message vocal. Tu dois me rappeler tout de suite. La compagnie d'électricité menace de couper le courant. Internet n'est plus là. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Je n'ai pas rappelé. Puis la lettre de la banque est arrivée. Mes parents m'ont appelé en panique. Qu'est-ce que tu leur as dit, a crié papa. Ils disent que le prêt était basé sur de fausses informations d'occupation. Notre paiement augmente de 600 € par mois. Ils parlent d'une insuffisance de compte de garantie. J'ai gardé un ton égal. Je leur ai dit la vérité. Je n'habite plus là. Je ne suis plus un occupant.
Le prêt a été mis en place avec moi comme propriétaire réside, et ce n'est plus exact. Ils ajustent les conditions pour refléter la réalité. Tu ne peux pas faire ça, a crié maman en arrière-plan. Tu as signé des papiers. Tu as pris un engagement. Je l'ai fait. J'ai accepté. Et j'ai tenu ma promesse pendant 7 ans, en payant la moitié de votre hypothèque, la moitié de vos charges et la plupart de vos courses. Puis, vous avez donné ma chambre et m'avez traité d'égoïste. Parce que je ne voulais pas dormir sur le canapé. Je ne vais pas mentir à une banque pour que vous puissiez conserver des conditions de prêt plus avantageuses pour une maison dans laquelle je ne vis pas. La voix de papa s'est refroidie. Nous pourrions te poursuivre en justice pour ça. Rupture de contrat. Fraude. J'ai failli rire. Allez-y et expliquez à un juge comment vous aviez votre co-emprunteur qui finançait la moitié de la maison. Tout en le traitant comme un inconvénient. Expliquez comment vous avez pris sa chambre et l'avez donnée à quelqu'un qui n'était même pas sur le prêt. J'apporterai mes relevés de paiement et mon bail. On verra comment ça se passe. Il a raccroché. L'assurance a suivi avec ses propres ajustements. Prime plus élevée en raison du risque accru d'occupation. Plus de monde, plus de responsabilités, plus de coûts. L'avis est arrivé, expliquant que la prime annuelle augmentait de près de 800 €. La facture Internet est arrivée à la maison avec une note. Service annulé, facture finale ci-jointe. Les comptes de streaming ont déconnecté tout le monde. Le forfait de téléphonie mobile que je couvrais a été déconnecté des appareils de mes parents. Ils ont dû se démener pour mettre en place leur propre forfait. Même les petites choses se sont accumulées. Le service de livraison de courses que je payais s'est arrêté. L'abonnement au café de qualité que j'avais reçu en cadeau et partagé avec la maison a pris fin. L'abonnement au lavage auto que papa utilisait sur mon compte a expiré. Soudain, la maison qui m'avait été facile, et pour laquelle la perte d'une chambre n'était pas un problème, est devenue nettement plus difficile à entretenir. L'hypothèque a grimpé. L'assurance a grimpé. Les charges, que je partageais, retombaient désormais entièrement sur mes parents et la famille de ma sœur. Les petits luxes que j'avais discrètement financés, Wi-Fi, streaming, services téléphoniques, livraison de courses, ont disparu du jour au lendemain. Et les disputes ont commencé. J'en ai entendu parler indirectement par un cousin qui est resté neutre. Emma et Marcus étaient furieux, que la situation de vie temporaire et bon marché soit devenue coûteuse. Ils avaient prévu d'économiser 1 500 € par mois. Maintenant, ils arrivaient à peine à joindre les deux bouts, après avoir payé leur part des factures gonflées. Papa ne cessait de pester que je les avais sabotés, en mentant à la banque, ce qui était ironique puisque le prêt était basé sur mon occupation dès le départ. Maman oscillait entre messages vocaux culpabilisants et silence glacial. Le groupe de discussion de la famille, que j'avais mis en sourdine, est apparemment devenu une zone de guerre de reproches et de pointage de doigts. Mon cousin m'a envoyé une capture d'écran une fois. Emma avait écrit: comment étions-nous censés savoir que Jordan était celui qui rendait tout abordable? Il n'a jamais rien dit. J'ai fixé ce message pendant un long moment. 7 ans de versements hypothécaires, 7 ans de factures de services publics, 7 ans de courses, de réparations et d'urgences familiales. J'avais tout financé. Et, d'une manière ou d'une autre, je n'avais jamais rien dit. Sauf que je l'avais fait. Chaque fois que j'avais mentionné que je me sentais financièrement à l'étroit. Chaque fois que j'avais dit non à quelque chose pour moi-même, parce que je venais de payer quelque chose pour la maison. Chaque fois que j'avais tranquillement absorbé un autre coup sans rechigner. Ils n'avaient tout simplement pas écouté. Certains proches m'ont trouvé cruel. D'autres ont discrètement admis qu'ils auraient fait la même chose. Quelques semaines plus tard, mes parents ont tenté de négocier. Ils se sont présentés à l'improviste à mon appartement. J'ai commis l'erreur d'ouvrir la porte. Il faut qu'on parle, a dit maman, sans demander à entrer, en s'avançant simplement comme si l'entrée était indue. J'ai bloqué l'entrée. On peut parler ici, ai-je dit. La mâchoire de papa s'est serrée, mais il est resté sur place. Cette situation n'est pas tenable, a-t-il dit. Le paiement de la maison nous tue. Ta sœur et Marcus ne peuvent rien économiser. On a besoin que tu reviennes. J'ai un bail, ai-je répondu. Résilie-le, a dit maman. On t'aidera pour les frais. Reviens, c'est tout. Remets tes paiements en place et appelle la banque. Dis-leur que tu habites à nouveau là-bas.
Voilà. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste une demande pour que je reprenne le financement de leur mode de vie, et que je monte aux institutions financières, pour qu'ils puissent conserver les conditions qu'ils voulaient. Non, ai-je dit simplement. Tu peux récupérer ta chambre, a appelé Emma de derrière eux. Elle était apparemment venue pour cette intervention. On va s'arranger. Les garçons peuvent partager la nôtre pendant un moment. Je ne veux pas récupérer ma chambre, ai-je dit. Je veux mon propre chez moi. Je l'ai maintenant. Tu vas vraiment détruire ta propre famille pour un canapé, a demandé papa, la voix tendue. Je ne détruis rien, ai-je dit. Je ne paie juste plus pour vos décisions. Vous vouliez que la famille d'Emma ait ma chambre. Vous l'avez. Vous ne vouliez juste pas en payer le prix total. Ce n'est plus mon problème, maintenant. La voix de maman s'est brisée. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Tu nous dois ça. Je vous ai payé, ai-je dit doucement. Pendant 7 ans, je vous ai payé. Des dizaines de milliers d'euros. Je ne vous dois pas ma chambre, mon intimité, ou un mois de plus à faire semblant que le fait d'être utilisé, est la même chose qu'être de la famille. J'ai reculé et j'ai fermé la porte. Ils sont restés dehors quelques minutes. J'entendais des voix étouffées, maman qui pleurait, papa qui marmonnait de colère. Finalement, ils sont partis. Je me suis assis sur mon canapé, dans mon appartement, et je n'ai ressenti que du soulagement. Les conséquences se sont déroulées au cours des 6 mois suivants, de manière que je n'ai appris que plus tard. L'augmentation de l'hypothèque a été maintenue. La banque avait parfaitement le droit de réévaluer le prêt, une fois que l'occupation avait changé. Mes parents ne pouvaient pas se justifier sans admettre qu'ils avaient fait de fausses déclarations, sur les conditions du prêt dès le départ. L'assurance est restée plus élevée. Plus de personnes, plus de risques, plus de primes. Mathématiques simples. Emma et Marcus, qui avaient emménagé en espérant économiser des milliers d'euros, se sont retrouvés à couvrir une part beaucoup plus importante des frais du ménage qu'ils ne l'avaient prévu. Leur fonds de mise de fonds a stagné. Des disputes ont éclaté pour savoir qui devait payer quel pourcentage, surtout lorsque Marcus a fait remarquer qu'ils avaient abandonné leur location abordable, pour s'installer dans une situation qui leur coûtait curieusement plus cher. Mes parents, qui avaient passé des années à traiter mon revenu comme un service public de la maison auquel ils avaient le droit d'accéder, ont soudainement dû réellement faire un budget. Les vacances ont été annulées, les réparations ont été retardées. Les petits extras qu'ils considéraient comme acquis, le câble, l'internet au débit, les nouveaux meubles, les sorties au restaurant 2 fois par semaine ont disparu du plan de dépenses. Papa a dû faire des heures supplémentaires. Maman a repris un travail à temps partiel, qu'elle avait quitté des années auparavant. La maison qui était censée leur faciliter la vie, était devenue un fardeau qu'ils pouvaient à peine porter. Au 4e mois, la famille d'Emma a déménagé. Ils ne pouvaient pas économiser d'argent dans une maison qui coûtait plus cher que leur ancienne location, une fois qu'on tenait compte de leur part du nouveau prêt hypothécaire et des services publics. Ils ont trouvé un endroit plus petit, moins cher qu'avant, et ont laissé mes parents avec une maison de 3 chambres, dont ils pouvaient à peine rembourser le prêt. Mes parents étaient coincés. Ils ont essayé de refinancer le prêt. La banque a jeté un œil à leurs revenus, à leur crédit et à la valeur de la propriété, et a dit non. Sans moi sur le prêt, ils ne remplissaient pas les conditions pour obtenir de meilleures conditions. Ils étaient enfermés dans une structure de paiement, qui reflétait le coût réel de la maison, quand on n'avait pas un co-emprunteur financièrement responsable, qui subventionnait tout. J'ai appris par mon cousin, qu'ils avaient envisagé de vendre, mais ils avaient tout juste la tête hors de l'eau avec le prêt. Après les frais de clôture et les taxes, ils s'en iraient avec presque rien. Ils étaient piégés dans une maison, dans laquelle ils avaient insisté pour dire que j'avais de la chance de dormir sur un canapé. Moi, en revanche, j'allais bien. Mon appartement était petit, mais c'était le mien. Je payais un loyer à un propriétaire, qui ne m'avait jamais dit que j'étais égoïste de vouloir une chambre. J'ai décoré l'espace comme je le voulais. Je mangeais la nourriture que j'achetais avec mon propre argent, dans un frigo que personne d'autre ne pillait. Je dormais dans un lit, derrière une porte qui se fermait à clé, dans un silence qui m'appartenait. J'ai commencé à économiser de l'argent, du vrai argent, qui s'accumulait sur un compte auquel j'étais le seul à avoir accès. En 6 mois, je m'étais constitué un fonds d'urgence. En 1 an, j'étudiais les options d'investissement. La stabilité financière qu'on m'avait promise si je vivais à la maison et que j'économisais sur le loyer,
est finalement arrivé quand j'ai commencé à payer un loyer ailleurs. Certains membres de la famille ont cessé de me parler. Quelques-uns ont envoyé des messages me traitant de sans-cœur, cruel, ingrat. D'autres m'ont contacté discrètement pour me dire qu'ils comprenaient. Un oncle a admis qu'il s'était retrouvé dans une situation similaire, des décennies auparavant, et a souhaité avoir eu le courage de partir plus tôt. Une cousine a avoué qu'elle avait toujours trouvé étrange, à quel point mes parents dépendaient de moi financièrement. Je ne me suis pas réjoui. Je n'ai pas envoyé de nouvelles sarcastiques ou publié à ce sujet en ligne. J'ai juste vécu ma vie, payé mes factures, et j'ai lentement commencé à me rappeler ce que ça faisait de prendre des décisions pour moi-même, plutôt que pour une famille qui me voyait comme un distributeur de billets avec un pot. Environ 8 mois après mon déménagement, j'ai croisé ma mère dans un supermarché. Elle avait l'air plus vieille, plus fatiguée. Nous nous sommes regardés à travers le rayon des fruits et légumes et, l'espace d'une seconde, j'ai cru qu'elle allait s'en aller. Au lieu de cela, elle est venue vers moi. « Comment vas-tu » a-t-elle demandé d'une voix prudente. « Je vais bien » ai-je répondu. « Et toi ?» Elle a hésité. « C'est difficile. La maison coûte cher. Ton père est stressé. On ne se rendait pas compte à quel point tu couvrais les frais, jusqu'à ce que tu ne sois plus là. » J'ai hoché la tête. « C'était le problème » ai-je dit doucement. « Vous ne vous en rendiez pas compte. Ou peut-être que si, et vous pensiez juste que je n'arrêterais jamais. » Elle avait l'air de vouloir discuter, mais elle ne l'a pas fait. « On n'aurait pas dû te prendre ta chambre » a-t-elle finalement dit. C'était mal. Ce n'était pas de vraies excuses. Ce n'était pas la reconnaissance de 7 ans d'exploitation financière, ou de la cruauté désinvolte de m'avoir traité d'égoïste, pour avoir refusé de dormir sur un canapé que je payais. Mais c'était quelque chose. « Merci de l'avoir dit » ai-je répondu. Nous sommes restés là un moment. 2 personnes qui avaient l'habitude de vivre dans la même maison, désormais séparées par des choix et des limites, et par un paiement hypothécaire qui disait enfin la vérité, sur qui avait fait tenir les choses. « Est-ce que tu vas revenir un jour » a-t-elle demandé. « Non » ai-je dit. « Non. » Elle a hoché la tête lentement, et j'ai pu voir qu'elle l'assimilait. La réalité que je n'étais pas une ressource, qu'elle pouvait culpabiliser pour que je reprenne ma place. Que l'époque où je finançais sa vie tout en étant traité comme un inconvénient, était révolue. « Prends soin de toi » ai-je dit, et je le pensais vraiment. Je me suis éloigné, j'ai payé mes courses, et je suis retourné en voiture à mon appartement, où personne ne m'attendait pour me dire que j'avais de la chance d'avoir un endroit où dormir. 1 an après mon déménagement, j'ai reçu un message d'Emma. Marcus et elle avaient acheté une maison plus petite qu'ils ne le voulaient, plus éloignée du bon district scolaire, mais c'était la leur. Elle a dit qu'elle était désolée de la façon dont les choses s'étaient passées. Qu'elle n'avait pas compris à quel point j'avais contribué, qu'elle aurait souhaité qu'il gère les choses différemment. Elle n'a pas dit qu'elle aurait souhaité me défendre, quand maman et papa ont pris ma chambre. Elle n'a pas reconnu qu'elle avait profité de mon éviction, mais elle a reconnu que c'était mal. C'était plus que ce que j'espérais. J'ai apprécié le message. Je ne me suis pas précipité pour reconstruire la relation, mais je l'ai apprécié. Mes parents et moi maintenons un contact minimal maintenant. Les anniversaires, les grandes fêtes, un texto occasionnel. Je ne vais pas à la maison. Ils ne me le demandent pas. Quand nous nous voyons lors d'événements familiaux, c'est poli, distant, soigneusement neutre. L'hypothèque est toujours à nos noms à tous, un artefact juridique d'une époque où je pensais qu'aider la famille signifiait les laisser tout prendre. J'ai consulté des avocats pour faire retirer mon nom, mais c'est compliqué et cher, et franchement, ça ne vaut pas le stress. Cela n'affecte pas mon crédit tant qu'ils continuent à payer ce qu'ils font, tout juste, chaque mois. Ce qui compte, c'est que je ne le paie plus. Je ne finance pas leur vie. Je ne suis pas l'échafaudage financier invisible qui rendait leurs choix abordables. J'ai beaucoup appris de ce canapé. J'ai appris que la famille est de la famille signifie souvent qu'une personne donne, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien, tandis que tous les autres prennent, jusqu'à ce que vous soyez vide. J'ai appris que traiter quelqu'un d'égoïste est souvent juste un moyen de le culpabiliser pour qu'il continue à se sacrifier. J'ai appris que s'en aller n'est pas de la cruauté. Parfois, c'est la seule réponse sensée aux personnes qui ont confondu votre gentillesse avec de la faiblesse, et votre argent avec leurs droits. Et j'ai appris que la meilleure vengeance n'est ni dramatique ni bruyante. C'est simplement arrêter. Arrêter les paiements, arrêter les excuses,
Arrêter le travail sans fin et épuisant de faire semblant qu'être utilisé, c'est la même chose qu'être aimé. Mes parents voulaient que je dorme sur un canapé, dans une maison dont je payais la moitié. Je leur ai donné quelque chose de mieux. Je leur ai donné le coût total de leur choix, livré sous forme de relevés de prêts hypothécaires, de factures d'assurance et d'avis de service public, et l'absence silencieuse et permanente, de quelqu'un qu'ils avaient considéré comme acquis pendant trop longtemps. Ils me traitent d'égoïste. J'ai appelé une entreprise de déménagement, ouvert un nouveau compte bancaire, informé un prêteur hypothécaire d'un changement d'occupation, et laissé la maison ressentir à quoi ressemblait vraiment l'égoïsme, quand elle n'était plus subventionnée.